OK, ben bonjour, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Très bien. Super bien, merci. C'est parfait. Donc, ici, on a l'équipe de la clinique Altermed avec tous une équipe. En fait, on est très chanceux. D'habitude, c'est une personne ou deux qui viennent au podcast, mais là, on a 4 personnes à table. Donc, vraiment, ça va être très, très, très excitant. Et du coup, c'est ça. Donc, si vous pouviez chacun nous parler de qui vous êtes, ce que vous faites, et aussi, après, on passera pour parler de la clinique Altermed un peu. Donc, à commencer avec toi, Isaac. Oui, je m'appelle Isaac Lavarenne, je suis masso-kinésithérapeute et kinésiologue. C'est ça, à la clinique Altermed depuis comme 10 ans. Fait que on se connaît très bien autour de la table. Allô, bonjour, moi c'est Richard Hott, je suis ostéopathe depuis 2017 et ça fait 8 ans que je suis à la clinique Altermed maintenant. Oui, bonjour, moi c'est France Grenier, je suis acupuncteur. Ça fait à peu près 2 ans que je suis à la clinique Altermed. Et bonjour, moi c'est Magali Chebel, je suis physiothérapeute en rééducation périnéale et je suis à la clinique depuis 2015, donc une dizaine d'années aussi. OK, c'est parfait. Vous avez tous des backgrounds très différents et très intéressants. Donc, si vous pouviez un peu nous parler de l'histoire chacun de la clinique Altermed, donc ce qui la rend différente des autres cliniques, ce que vous faites. Isaac, si vous pouvez nous parler un peu. Oui, dans le fond, je pense que le modèle de clinique multidisciplinaire, spécifiquement en médecine alternative, est de plus en plus populaire, mais quand ça s'est fondé, je crois que c'était beaucoup moins répandu. Fait qu'on a des thérapeutes de toutes sortes, que ce soit physio, acu, ostéo, masso, kiné, nutritionniste. Est-ce que j'en oublie? Aussi. On a une homéopathe aussi. Homéopathe. Donc, le but, c'est d'offrir le plus de sortes de traitements possibles et avoir une offre qui couvre le plus de demandes. Simplement. Puis on a beaucoup d'occasions de partager entre différentes thérapies et c'est de faire des ponts entre chacune. Parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose d'autre à rajouter par rapport à l'histoire d'Altermed, la mission? Isaac a bien fait ça. On a 2 cliniques. Mais c'est une très belle mission, en tout cas. C'est vrai qu'une approche multidisciplinaire, c'est clé pour différents problèmes de santé parce qu'il faut plusieurs angles, en fait, pour comprendre la maladie en tant que telle. Donc, merci beaucoup. On va passer directement maintenant au sujet du podcast, qui est en fait le rôle de la médecine alternative dans les affections chroniques non cancéreuses pelviennes des femmes. Donc, si vous pouvez me décrire chacun dans votre pratique, c'est quoi en général? Je sais que vous voyez beaucoup de choses différentes, que vous faites beaucoup de choses, mais en général, le type de problème de santé auquel vous êtes le confronté le plus souvent dans votre pratique. Donc, on pourrait commencer par... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se porte volontaire pour commencer? Oui. Moi, dans le fond, dans ma clientèle, c'est beaucoup les troubles de la pénétration, les douleurs génitopelviennes. Donc, ça englobe quand même pas mal de choses. C'est un parapluie maintenant qui englobe la vulvodynie, vestibulodynie, vaginisme, qui ne se dit plus maintenant, mais qui est quand même traité un petit peu différemment parce qu'il y a une composante de peur et d'anxiété qui est liée à ça, de manque de contrôle. Il y a tous les changements qui sont liés au niveau de la ménopause. Il y a les troubles aussi qui sont en réaction de protection avec d'autres types de problématiques chroniques comme l'endométriose, les douleurs... les douleurs liées à la cystite interstitielle ou à la vessie douloureuse ou tout ce qui est plus du côté côlon irritable, maladie de Crohn et autres, il peut avoir des effets, en fait, au niveau pelvien où est-ce qu'il peut avoir une réaction de protection qui empêche par la suite la fonction de défécation optimale ou au niveau urinaire ou au niveau sexuel. Donc, nous, on travaille plus le côté fonctionnel que l'affectation primaire comme l'endométriose, par exemple, ou le côlon irritable. OK, c'est parfait. Beaucoup de choses. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre voulait nous parler de... On pourrait faire un tour de table. D'accord. Moi,
je traite les femmes en acupuncture pour diverses raisons. Mais si on se concentre sur la santé de la femme, on va penser à surtout la douleur qui est reliée à des problèmes de santé comme endométriose ou ovaires polykystiques. Il y a beaucoup aussi d'accompagnement en fertilité. On a de plus en plus de références de la part des cliniques de fertilité pour accompagner la femme, ne serait-ce que juste pour essayer de calmer le stress ou qui est présent lorsqu'on est dans des processus de fertilité. OK, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, tu peux y aller. C'est ça, c'est un petit peu déjà toutes les pathologies qui ont déjà été citées, mais oui, dans le fond, on suit la femme dans tous ses travers de son cycle hormonal sur quasiment toute sa vie, depuis les débuts des menstruations qui peuvent être très douloureuses avec certaines pathologies ou non encore diagnostiquées. Puis après, pour la femme enceinte, pour le postpartum, pour la ménopause, comme tu disais. Fait qu'on va suivre ça vraiment avec toute l'évolution et tout l'accompagnement qu'on va pouvoir en faire en médecine alternative. Mais ça va être en plus de tout ce qui va être pathologique, tout ce cycle-là à travers la vie en général. Parfait. Pour ma part, en masso-kiné, j'ai une quantité commerciale, industrielle de blocage sacro-iliaque, atteinte sacro-iliaque. C'est sûr que, bon, il y a plusieurs causes, mais surtout autour de la grossesse, autour du cycle menstruel. C'est vraiment facile de travailler au niveau mécanique. On est plus du côté mécanique en masso-kiné, là, sur le musculo-squelettique, myofacial. Mais soit ça, ou après ça, s'il y a des adhérences, que ce soit lié à une intervention chirurgicale dans le bas-ventre ou après une grossesse, un accouchement qui a été laborieux, naturel, là, qui peut avoir beaucoup d'adhérences, niveau psoas, iliaque, là, les fléchisseurs profondes des hanches. On a des techniques assez rock'n'roll là, pour aller défaire tout ça, mais c'est pas mal ce qui est spécifique, là. Ben écoute, Isaac, tu as fait la transition parfaite avec ma prochaine question. Donc, les techniques rock'n'roll. Oui, oui. Comme tu dis. En fait, j'étais aussi curieuse de savoir c'est quoi, encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de réponses possibles, mais le genre de technique que vous utilisez pour traiter, en fait, ces problèmes chroniques pelviennes de la femme dans votre pratique. Donc, on pourrait aller dans le même ordre. Donc, Magali, si tu veux y aller. Ah, moi, je voulais entendre le On peut rock'n'roll. y aller à l'ordre inverse. On aimerait entendre le Oui, oui, bien rock'n'roll. sûr. Ouais, Non, ça m'a intriguée quand même. Dans le fond, c'est difficile de mettre des étiquettes. Mais bon, ce qu'on pourrait comprendre comme du deep tissue, là, travailler avec des pressions assez précises entre le psoas, l'iliaque, essayer de créer un allongement, une dissociation des différents plans musculaires, travailler sur tous les tissus conjonctifs qu'il pourrait avoir dans ces régions-là. Sinon, d'autres types d'outils qui sont utiles parfois, surtout au niveau sacro-iliaque, le taping neuroproprioceptif, surtout quand c'est des phases très aiguës, qu'on sait que c'est limité dans le temps, là, qu'on veut juste survivre un certain nombre de temps, ça peut aider à diminuer beaucoup les symptômes sans nécessairement régler la problématique. Puis sinon, ben, le pain et le beurre, là, pour nous, c'est technique de massage, mobilisation. Mais bon, ça s'accorde à toutes les sources, fait que on en parle moins parce que c'est moins spécifique, mais évidemment, c'est le gros de notre traitement, là, ça va être ça. Et oui, en ostéopathie, dans le fond, on va adapter toutes nos techniques par rapport à la douleur et à la région qui va être concernée. Mais oui, dans le fond, ce qu'on va vouloir, on a aussi un plan, un cadre un petit peu avant de sauter dans la région gynécologique ou dans la région pelvienne. On va vouloir travailler avec notre regard un petit peu de la mobilité biomécanique, comme Isaac aussi en parlait, que ce soit au niveau articulaire ou musculaire, de dégager vraiment ce qu'on va retrouver au niveau du bassin. Puis généralement aussi, s'il y a eu certaines pathologies ou beaucoup d'inflammation, on ne va pas vraiment avoir un accès direct à ce moment-là. Fait qu'après, on va essayer aussi de venir travailler un petit peu plus tout ce qui va être mobilité et motilité un petit peu plus au niveau organique, souvent d'abord au niveau digestif pour après se rendre vraiment en tant que tel au niveau viscéral et pelvien. Puis après, on a d'autres techniques aussi pour accompagner ces déblocages-là au niveau de spasmes, que ce soit par le système nerveux, au niveau du nerf vague, ou que ce soit toutes les techniques qui vont être un peu plus vasculaires et lymphatiques pour venir aider justement à avoir une meilleure vascularisation, un meilleur drainage, tout ce genre de choses. Parfait.
OK. C'est sûr que moi, je suis avec des gens qui travaillent en mécanique, puis l'acupuncture, c'est vraiment plus énergétique. On va travailler au niveau de l'aiguille, on va essayer de défaire certains blocages, stimuler le chi, l'énergie vitale. Donc, c'est une approche qui est complètement différente. Ça peut être aussi rock'n'roll parce que des fois, on peut utiliser des aiguilles qui sont un peu plus longues ou dans des régions où on penserait que ça serait peut-être un peu plus sensible. Mais en général, c'est vraiment bien toléré. Moi, mon approche, je vais travailler beaucoup avec l'aiguille, mais plus au niveau superficiel. Je suis vraiment plus dans essayer de rétablir un flow au niveau de l'énergie. Puis souvent, je vais terminer mes traitements avec des manipulations qu'on appelle le Tuina, qui est une sorte de massage chinois, qui va permettre, dans certains cas, de défaire certaines... je vais appeler ça des adhérences, mais dans un jargon chinois, je l'appellerais autrement. Mais souvent, lorsqu'on termine un traitement avec un massage chinois, certaines adhérences ou certaines masses vont être plus fluides. Il va y avoir une plus grande mobilité au niveau du ventre. Voilà. OK. Ben, nous, en fait, quand quelqu'un nous réfère pour des douleurs pelviennes chroniques, c'est souvent quelqu'un qui a été dans le système pendant un certain temps ou qui a été très testé ou qui a vu plusieurs médecins ou qui a pas nécessairement une résolution complète de ses symptômes. Alors là, on les reçoit, puis c'est vraiment dans les fonctions qui sont à rétablir qu'on va travailler. Pour ça, on doit aller chercher un petit peu plus large que juste des pièces. On va aller chercher une approche qui est un petit peu plus biopsychosociale. Donc, le côté bio, on est pas pire. Le mécanicien, là, on s'en sort bien. Au niveau psychosocial, c'est vraiment d'aller chercher tout l'aspect anxiété, peur, les mécanismes de protection que cette personne-là va déployer, tout dans sa sphère de vie. Qu'est-ce qu'elle fait qui pourrait perpétuer ces symptômes, les facteurs aggravants ou les facteurs qui seraient facilitants. Donc, essayer au niveau du questionnaire d'identifier ces choses-là qu'on pourrait tabler dessus pour essayer d'améliorer, dans le fond, là, les symptômes. Puis après ça, selon ce qu'on identifie au départ, bien, là, on va essayer d'éduquer la personne le plus possible sur qu'est-ce qu'on connaît de sa condition, comment ça marche. Un bassin, comment ça a l'air de quoi? Moi, j'ai toujours mon bassin là, à la maison. Là. Donc oui, à la maison, mon fils est tombé dessus puis il a dit « Oh, c'est trop cool! » Puis là, je dis « Yes! » J'ai bien fait ma job. Donc, puis au niveau de mes patients, c'est souvent la première fois qu'ils voient ça. C'est la première fois qu'ils voient un bassin, ça a l'air de quoi? Un périnée, ça a l'air de quoi? Les organes, comment ils sont organisés dedans? Puis là, je peux les défaire puis leur montrer, dans le fond, là, tout le fond de quoi ça a l'air, puis comment ça supporte, puis comment ça a besoin d'avoir un bon mouvement, un bon relâchement pour être capable, justement, d'évacuer, d'avoir des relations sexuelles ou d'avoir une vidange urinaire qui est plus optimale. Donc, cet aspect-là pédagogique, je me le fais dire parce que j'ai posé les questions. Hein, en ayant nos questions, j'ai posé les questions à mes patients. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Puis on dit, moi, j'aime ça, l'aspect pédagogique. J'aime ça comprendre ce qui se passe. J'aime ça savoir pourquoi qu'on fait les choses. Puis moi, ça m'aide aussi à entrer dans une sphère qui est beaucoup plus intime. Le fait d'expliquer pourquoi je pose des questions qui sont peut-être un petit peu plus privées. Puis pourquoi l'examen, dans le fond, que j'ai besoin souvent, c'est... oui, c'est pelvien externe. On peut avoir quand même pas mal d'informations avec ça, mais souvent, j'ai besoin de complémentarité interne. Donc, ça leur permet de comprendre pourquoi je propose ce type d'évaluation-là. Et c'est super, super, super important d'avoir leur consentement aussi, puis de leur dire qu'à tout moment, même si je le propose, même s'ils disent oui quand je leur explique, qu'à n'importe quand, c'est eux autres qui ont le contrôle.
c'est eux autres qui peuvent dire, regarde, je sais que tu m'as expliqué que j'ai dit oui, mais là, je le sens pas, tu sais. Ou ben, je suis comme, ben oui, ben correct. C'est tout à fait correct comme ça. Fait qu'on va essayer, dans le fond, d'aller avec qu'est-ce que la personne se sent à l'aise, qu'elle soit dans un espace qu'elle se sente en sécurité, puis après ça, d'aller avec ses besoins de ce moment-là. Puis si, à un moment donné, ben ça ne fonctionne pas, ben on trouve d'autres solutions. Puis on va autour de ça. Les outils que j'utilise beaucoup, à part l'éducation, ça va être... je suis très basée manuelle dans ce que je fais. Donc, beaucoup de thérapie manuelle pour améliorer, faciliter la proprioception. Au niveau du cerveau, reconnaître qu'est-ce que c'est au niveau pelvien. Souvent, ces gens-là, ça fait tellement longtemps que c'est un problème qu'ils veulent dire, regarde, je m'en occupe plus, je sais, tiens, prends-le, répare-le, là, puis redonne-moi-le. C'est souvent ça qui arrive. Puis ce qu'on fait, c'est un peu confrontant parce que sont comme obligés de reconnecter avec le périnée. Puis ça fait, dans le fond, remapper au niveau du cerveau. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un toucher, à chaque fois qu'il y a un stimuli dans cette zone-là, ça change l'expérience passée de pénétration égale douleur à « Ah, ben tiens, ça c'est une pression, finalement. Ah, ça, c'est un étirement, finalement. C'est pas un brûlement, c'est pas une douleur, c'est pas une aiguille. C'est comme « OK. » Puis replacer, recadrer les choses comme redonner un vocabulaire au niveau des sensations. Ensuite, il y a des exercices, parce que sinon, si on fait juste de la thérapie manuelle sans, après ça, que le cerveau reprenne contrôle de cette zone-là, souvent, ça a un effet qui est plutôt temporaire, sauf si le corps se rebalance. Parce que ça aussi, il y a une possibilité que le corps se rebalance juste en enlevant des tensions puis en faisant des techniques passives. Mais c'est tellement optimisé quand la personne arrive à reconnecter avec sa musculature et cette zone-là, ce sur quoi elle a le contrôle, là, au niveau somatique. Puis d'être capable d'aller le contracter, puis d'être capable d'aller le relâcher aussi. Donc ça fait partie de nos buts, puis éventuellement une exposition graduelle aux stimuli. Fait qu'en anglais, ils appellent ça le Graded Exposure Therapy, où est-ce qu'on commence par quelque chose qui est pas... qui est plus facile, comme un toucher externe. Après ça, c'est plus comme un doigt. Après ça, c'est plus des dilatateurs gradués. Qu'on appelle trainers maintenant, parce que les dilatateurs, c'est pas vrai que ça va dilater pour toi, là. C'est vraiment comme toi qui accommode ou qui apprend autour d'un objet, que c'est toi qui contrôle. Et après ça, une fois que ça, c'est facile, c'est plus contrôlé, là, on peut inclure au niveau d'une pénétration avec une autre personne. Mais à n'importe quel moment, le ou la partenaire est le bienvenu, là. C'est pas juste 2 à 2, ça peut être aussi avec l'autre personne, puis il peut être impliqué ou pas, puis c'est offert. Puis ça dépend vraiment de comment le couple se sent par rapport à ça. Est-ce que j'avais d'autres choses? Non, c'est ça. Mais j'aimerais souligner le côté éducation. Une chose que je trouve qui est vraiment bien dans notre contexte de travail, qu'on a un rendez-vous de 1 heure ou une demi-heure, que ce soit, c'est qu'on a beaucoup de temps pour faire de l'éducation, peu importe c'est quoi notre thérapie, puis ça fait partie de nos objectifs, même si c'est nos outils, désolé, même si c'est pas volontaire que c'est comme ça mon outil principal aujourd'hui, c'est omniprésent dans nos prises en charge. Je pense que je parle pour tout le monde à propos de ça. Puis aussi, une chose que Magali vient de dire qui est super intéressant, c'est la redéfinition des sensations de ça fait mal. Comme ça arrive tellement souvent durant les massages, durant les traitements que ça fait mal. OK, pour moi, la douleur, c'est un inconfort assez intense que on veut que ça arrête. Mais là, c'est comme non, ça continue. OK, mais fait que juste de remettre les mots sur ça, c'est une douleur, ça, c'est un inconfort, ça, c'est un étirement, puis de ramener le client dans une bonne lecture de ce qui se passe dans son corps pour après ça qu'il soit de plus en plus autonome. Je crois que ça s'applique à toutes nos thérapies, là, puis c'est super important. Oui, puis il y a aussi le concept du contrôle.
Moi, c'est la même chose. Ils savent qu'à tout moment, s'il y a une aiguille qui n'est pas confortable, s'ils se sentent mal, c'est la première chose que je leur dis lorsqu'ils rentrent dans la salle, c'est que vous avez le contrôle de votre santé. Vous avez le contrôle de ce qui va se passer aujourd'hui. Totalement. Puis, vous pouvez le communiquer à tout moment. Donc, je pense que c'est une chose qui, pour eux, est très réconfortante. Ça leur donne du pouvoir aussi. Oui, c'est vraiment quelque chose. Ben, c'est des choses vraiment que j'apprécie beaucoup avec ce qui a été discuté en ce moment. C'est que ce que je vois, c'est que la médecine alternative, c'est pas juste traiter un problème en particulier comme une douleur au niveau du périnée. C'est vraiment de connecter la perception de la douleur, donc l'aspect plus psychologique, à la fois et l'aspect douloureux de la douleur. Mais aussi, je vois que dans votre technique, il y a beaucoup de vous mentionnez beaucoup de mécanismes physiologiques comme la circulation, les adhésions, l'énergie aussi. Et aussi, je vois aussi que la pratique de la médecine alternative est très focusée sur non seulement l'éducation, donc pour que le patient ou le client, comment vous l'appelez, puisse savoir comment prendre charge de sa santé, mais aussi beaucoup sur l'autonomie, comme le gain d'autonomie non seulement au sein de la visite, mais aussi par la suite, comme les exercices qui ont été mentionnés. Puis, c'est aussi le fait de dire que le consentement vous appartient si jamais vous avez le droit de le retirer à tout moment. C'est quelque chose de très important. D'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais faire la conversation. Est-ce que comment vous décrirez l'attitude de vos patientes ou de vos clientes par rapport à ce genre de visite, comme pour des problèmes qui affectent la région pelvienne? OK. Oui, je vais commencer. J'ai oublié de dire qui pourrait commencer. D'accord. Donc, dans mon cas, ça dépend s'ils ont eu un briefing avant ou pas. Parce que et qui l'envoie. Si c'est un médecin qui envoie quelqu'un pour me voir, puis que la personne a très, très confiance en son médecin, ben elle va venir me voir sans poser de questions. Puis elle ne sait pas ce que je fais. Donc là, c'est vraiment de commencer à dire, OK, on va commencer par ça. Puis là, je lui montre un peu, comme je disais tantôt, qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais. Puis là, après ça, je lui dis, OK, maintenant que vous savez, est-ce que c'est quelque chose qui vous convient? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Et à partir de là, on peut commencer une discussion ou une évaluation. C'est vraiment déjà, il faut que la personne la sache qu'est-ce que je fais. Par rapport à l'attitude, donc ça, c'est ceux qui arrivent et qui n'ont aucune idée. Ensuite, ceux qui viennent de mes collègues, c'est ultra positif, là. Ils sont déjà pris en charge. Ils ont confiance en leur thérapeute assez pour venir me voir après. Puis leur thérapeute leur dit, là, qu'est-ce que je faisais. Donc, il y a déjà une belle relation de confiance avec leur thérapeute au départ. Puis après ça, qu'ils fassent assez confiance pour pouvoir me confier quelque chose d'ultra intime. Moi, je trouve ça comme une marque très, très positive, justement, de confiance. Puis, négatif, j'en ai eu. Où est-ce que c'était peut-être des personnalités ou des cultures ou des perceptions de soi qui sont plus privées, ou est-ce que j'ai eu des refus. Puis moi, je ne m'attends pas à ça. dans un cas où est-ce que... je vais reformuler ça. C'est que ce à quoi je ne m'attends pas, c'est quand ils me disent « Moi, je ne suis pas comme ça ». Puis c'est à ça que j'ai pas de réponse, parce que je suis comme... Mais pour moi, c'est tellement important, c'est tellement une partie de toi, c'est tellement une partie vitale que quelqu'un qui me dit « Moi, je suis pas comme ça », je suis comme... Je sais pas quoi répondre. Et pas comme ça veut dire... mais avec tout ce que ça implique en arrière, mais qui est non dit. Tu sais, c'est toute c'est tout le tabou qu'il y a autour de la zone pelvienne. C'est tout moi, je touche pas dans ce coin-là.
Moi, c'est comme... C'est à ça où est-ce que des fois, j'ai peut-être un petit peu moins de réponses. Et c'est pour ça que c'est important de développer des alternatives qui ne sont pas internes. Mais c'est ça, les premières fois, j'ai comme un peu eu moins de façons d'adapter ou de réponses. Puis là, maintenant, il y a des lectures qui sont extraordinaires. Que je dis, tout le monde qui a un vagin devrait lire The Vagina Bible. Tout le monde, les hommes qui ont des douleurs pelviennes chroniques devraient lire Headache in the Pelvis. Toutes des ressources qui expliquent, regarde, ça fait partie des choses qui sont améliorables. Pourquoi rester avec une problématique qui nuit à la vie, à être assise, à avoir des relations de couple, à peut-être éviter d'avoir un enfant parce que, justement, pas capable d'avoir des relations, parce qu'il y a tellement une couche épaisse de tabou ou de résistance qui est là. Puis c'est peut-être un petit peu plus là, moi, que j'ai une barrière. Parce que la physio, en général, je pense que les gens savent un peu c'est quoi, puis ils ont confiance quand même. Mais c'est plus au niveau de qu'est-ce qu'on travaille que ça devient un petit peu plus problématique des fois. OK, je vois. Oui. Moi, habituellement, les femmes qui viennent me voir sont très ouvertes d'esprit parce qu'elles ont essayé d'autres approches et ça n'a pas amené les résultats nécessaires. Et étant donné qu'en acupuncture, on peut traiter de façon distale et on va moins aller aborder la zone pelvienne, c'est déjà moins invasif, on rentre moins dans l'intimité de la personne, donc c'est déjà plus facile. Je pense que ma plus grande barrière, c'est la crainte de l'aiguille. C'est d'introduire les gens à l'aiguille tranquillement, de les rendre plus confortables face à l'aiguille, face au traitement de l'aiguille. Puis, ça se fait très bien par des méthodes d'abord un twina pour essayer de détendre la personne d'abord et ensuite on fait la poncture. Il y a d'autres approches maintenant comme le laser, il y a les aimants, il y a les punaises, il y a plein de méthodes qui peuvent amener la personne qui a peur des aiguilles à être beaucoup plus confortable pendant un traitement. Ben oui, un peu la même chose dans le fond. On a souvent une très très belle attitude de la part de nos patientes. Il y a beaucoup de curiosité de savoir comment on peut les aider. C'est sûr que parfois aussi, dépendamment du parcours de la personne, si elle a été un peu en errance thérapeutique, puis qu'elle a été promenée de thérapie ou de thérapeute en thérapeute, que ce soit en médecine conventionnelle ou en médecine complémentaire, puis de ne pas avoir été entendue. On parlait du modèle justement biopsychosocial, mais c'est vrai que, comme le disait Isaac, on a du temps avec nos patientes, fait qu'on peut vraiment aborder aussi ces choses-là. Donc, il y a souvent une très bonne capacité de prendre justement l'accueil qu'on leur offre à ce moment-là. On a 1 heure pour dialoguer, discuter. Et par le verbal et par le non-verbal aussi, ce dialogue-là un peu tissulaire dans lequel on va vouloir amener la compréhension de la personne dans les zones qu'on va vouloir atteindre et toucher. Donc, c'est sûr que c'est ça. Il y a parfois un peu de méfiance et de questionnement, surtout quand la plainte n'est pas directement reliée ici. Mais comme tu disais, on a une approche très intégrative. Donc, on va amener d'autres questions parfois que la simple raison de consultation primaire. Puis après, de se dire, mais oui, mais comment ça va aussi au niveau gynécologique? Quel est le rapport entre ma douleur de bas de dos et la zone gynécologique? Fait que là, des fois, il y a un peu de méfiance, de manque de compréhension un petit peu de pourquoi on pose cette question-là. On ne pose jamais une question par curiosité, parce qu'on a vraiment un plan et un schéma clinique en arrière où on se dit cette question-là va être pertinente et va être nécessaire un petit peu à notre consultation. Mais c'est ça, on a généralement que des assez bons retours. Et oui, comme le disait Magali, des fois, il y a des blocages qui sont souvent dus au tabou du patient. C'est pas de sa faute à lui, mais je pense qu'en tant que thérapeute, on essaye d'avoir le moins de tabou possible parce que justement, cet espace-là, il doit être le plus ouvert et à l'écoute. Mais parfois, quand des patients ont certains tabous et ne veulent pas aller dans certains
certaines sphères, que ce soit encore une fois verbal ou non verbal. C'est le temps justement de pouvoir les référer, de continuer de les accompagner, de pas juste parce qu'ils ferment la porte, de laisser cette porte-là fermée, de dire comme ok, j'entends, je comprends. Bon, au cas où, il y a peut-être d'autres sources, d'autres pistes à aller explorer. La lecture aussi en fait partie, juste de continuer d'éduquer nos patients. On peut continuer d'aller chercher de l'information. Donc ça, je pense qu'ils gardent toujours un regard assez curieux et envieux de ce qu'on est capable de faire pour les accompagner là-dessus. En massothérapie, la massothérapie, c'est largement accepté puis apprécié. Je trouve que c'est quand même agréable le fait que c'est assez facile d'excéder d'aller au-delà des attentes des clients. Souvent, ils ont tendance à sous-estimer les gains qu'on peut faire en massokinésithérapie. Dans leur tête, c'est comme ça fait du bien, mais je ne réglerai pas rien avec la massothérapie. Mais pour le pelvien lui-même, en tant que massothérapeute homme, c'est bien rare qu'on me consulte spécifiquement pour ça. J'ai besoin de quelqu'un pour mon pelvien. Je vais aller voir Isaac. Mais le nombre de fois qu'on a des problèmes lombaires, comme disait Richard, là, des problèmes lombaires ou des problèmes de hanche, que là, finalement, ça repointe dans le pelvien. Puis là, on peut faire des choses par rapport à ça. Puis là, ils sont super reconnaissants. Ça arrive souvent. Fait que c'est plus indirectement se ramasser dans cette zone-là que comme raison de consultation primaire. Faut dire qu'on a la chance d'avoir des réceptionnistes qui sont très bons pour aiguiller les gens vers les bons thérapeutes. Fait que si quelqu'un appelle avec des problèmes pelviens, ils sont très bien aiguillés, puis c'est ça. Donc, il y a comme un triage qui se fait en amont et qui fait que les pelviens, ça se tombe pas dans ma cour. Fait que je suis peut-être pas la personne la plus précise pour quelque chose qui est purement pelvien, mais j'en vois tout le temps, quand même. Mais pourtant, d'après ce que vous m'avez dit avec les techniques, ça a l'air pas mal. En anglais, on dit evidence-based, comme... Je trouve pas le terme en français. Basé sur les évidences. Basé sur les données probantes. Les données probantes. Sur les données probantes, OK. Étudier à l'université anglaise, ça fait oublier tout mon français. Mais oui, c'est basé sur des données probantes, donc ça agit vraiment sur des mécanismes concrets. Puis je suis pas mal sûre qu'il y a... En fait, je suis certaine qu'il y a beaucoup de littérature publiée sur l'efficacité de ces thérapies, donc c'est important d'éduquer la population sur le fait que oui, ça a été prouvé, ça peut marcher. N'hésitez pas. Et d'ailleurs, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Non, c'est bon. Okay. Je voyais derrière ton micro, j'ai cru que tu voulais ajouter. Mais c'est ça, en fait, c'est justement... Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous avez eu de la misère, comme ce manque de confiance envers la... En fait, comment vous voyez la relation entre la médecine traditionnelle, donc avec des docteurs comme... qui ont ça à l'école de médecine versus la médecine alternative? J'ai juste comme une image qui me vient là, c'est comme deux familles que ça a originé d'une même famille qui s'est séparée, puis là, ça commence à se remarier un petit peu. Il y a beaucoup de divisions, mais il y a de plus en plus d'ouverture, surtout avec les docteurs qui sont formés plus récemment. Là. Je le sens dans les références de mes clients, mais aussi quand j'ai des discussions avec soit des clients qui sont, bon, évidemment, s'ils sont rendus sur ma table, c'est qu'ils ont un certain intérêt pour le sujet, mais des clients qui sont médecins ou juste autour de moi. Mais je pense qu'il y a de plus en plus d'ouverture à essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire en collaborant médecine traditionnelle, médecine alternative. Mais il y a pas, pour moi, il n'y a pas beaucoup de conflits. Le mot que je cherche, de conflits, que ce soit pris en charge par un et par l'autre en même temps, on est capable de travailler dans la même direction. Moi, je suis d'accord. En fertilité, on a de plus en plus de références des cliniques de fertilité pour qu'on puisse accompagner la femme dans son parcours vers la grossesse. Je pense que c'est une collaboration qui vaut la peine d'être développée, vraiment pour pouvoir offrir à la femme un service vraiment complet, un accompagnement autant énergétique que mécanique. Et j'irais même jusqu'à dire psychologique. Mais moi, je pense que c'est plus une question de compréhension de ce que l'autre fait. C'est...
puis c'est pour ça que je trouve ça super intéressant d'être assise avec mes collègues aussi, c'est que on devient bon dans notre sujet à nous, puis on n'a pas nécessairement la vision de ce que d'autres peuvent voir sur la même personne. Et ça tend à se dissiper un petit peu plus avec le fait qu'il y a de plus en plus d'éducation qui est faite à différents niveaux, comme par exemple, les sexologues commencent à être plus formés par rapport à ce qu'on fait en physio. Puis là, il y a des super belles collaborations qui se font de ce côté-là. À McGill, il y a Claudia Brown qui donne des cours aussi aux étudiants en médecine sur qu'est-ce qu'on fait en physiothérapie pelvienne. Puis là, ça crée des liens. Il y a des chercheurs, des chercheuses en physiothérapie pelvienne qui font avancer énormément les choses en amenant des preuves, des évidences, des données probantes sur lesquelles on peut se baser pour notre communication avec les médecins. Mais ça prend ce langage-là jusqu'à un certain point et ce langage-là prend du temps. Les évidents, quand j'ai commencé, moi, ça fait 18 ans. Puis il y a des choses qu'on faisait déjà il y a 18 ans que les données viennent de sortir là. C'est des fois plus compliqué d'aller chercher justement ces données-là. Il n'y a pas tant de physio qui font ces recherches-là. On est déjà beaucoup sollicités. Fait que ça prend des gens qui ont la passion de la recherche pour justement continuer à faire avancer. Puis on en a des excellentes au Québec et à Montréal. Donc, puis on les remercie énormément parce que ça aide à faire des ponts, justement, entre les différentes professions. Oui. Oui, vraiment, tout à fait, c'est ça. C'est toutes les données probantes qui rentrent de plus en plus, et en ostéopathie aussi, où justement on voit qu'on a un langage commun en fait avec toutes les professions médicales. Donc on parle vraiment des mêmes choses et on agit sur ces mêmes principes-là. Donc on peut vraiment être complémentaires, s'entendre, dialoguer. Simplement, comme tu disais, de se retrouver un peu autour de la table pour savoir un peu qui fait quoi, quand et comment. C'est vraiment ça qui mériterait d'être encore plus dispensé. Ouais, c'est important de promouvoir cette collaboration. C'est pour ça que j'ai demandé cette question, parce que souvent, surtout les patients, dans leur tête, ils vont avoir soit médecine traditionnelle, soit médecine alternative, mais c'est comme si c'était yin et yang. Il n'y a pas yin et yang ensemble, comme non. Puis c'est important de montrer que, en fait, c'est pas yin et yang, mais c'est comme une équipe en entier qui fait partie de la même table. J'ai beaucoup aimé ta métaphore, Richard. Ils sont tous autour de la même table, en effet. Donc, Puis c'est de voir aussi que c'est pas en compétition dans le sens où la pathologie, comme j'ai dit tantôt, on traite pas l'endométriose. On va traiter qu'est-ce qu'on trouve comme dysfonction autour de ça. Puis essayer de soulager, essayer d'alléger, essayer de rendre la vie plus facile ou plus significative pour la personne. Donc, c'est peut-être là où est-ce que, tu sais, la fameuse image de l'éléphant, où est-ce que chacun regarde, ça c'est une trompe, c'est un animal, c'est un serpent finalement, ou l'autre qui regarde une patte puis dit « Ah, c'est un tronc d'arbre », ou l'autre qui... Tu sais, il n'y a personne qui voit l'éléphant au complet, mais je pense qu'on est rendu à avoir un petit peu plus une idée que les gens qui ont des douleurs chroniques, puis il y en a beaucoup, ils ont besoin justement d'une approche un petit peu plus globale. Et que c'est là que chacune des professions devient des acteurs intéressants et importants à inclure dans ces soins-là. Oui, parce que chacun voit une partie différente de l'éléphant, comme on peut dire. OK. Ben, sinon, qu'est-ce que vous pensez qui devrait être nécessaire à faire pour améliorer encore plus? Ben, d'après ce que j'entends, comme là, ça s'améliore déjà, ce qui est vraiment une bonne nouvelle. Mais c'est quelque chose que les futurs professionnels de la santé et les professionnels de la santé courants pourraient faire pour encore plus améliorer cette collaboration. Ah, la grosse affaire. C'est une liste de choses? Non, vas-y. Ah, ben, c'est que ça prendrait des lieux où est-ce qu'on se retrouve. Ça prendrait une accessibilité où est-ce que les personnes pourraient voir, justement, bon, dans le meilleur des mondes,
ce serait des cliniques spécialisées où est-ce qu'il y aurait des représentants de chacune des professions qui pourraient aller travailler un aspect de la personne pour sa qualité de vie. Par exemple, on parle de médecine, quelque chose de super spécifique, là, mettons lichen scléreux. On parle de médecin, on parle de physio, on parle de sexo. Puis, si on élargit ça à des douleurs chroniques plus larges, ben là, ce serait d'inclure psycho, nutritionniste et autres éléments qui ne sont pas dans mon champ de compétences, mais qui ont un lien qui pourrait être très, très important dans ce qu'on traite. Donc, d'avoir ces espaces-là où est-ce qu'on peut être ensemble, et pas juste comme chacun dans son bureau, mais qu'on peut avoir des lieux de discussion comme ça. OK, telle personne, là, me semble, j'ai un plateau, il y a quelque chose qui me bloque. Y a-t-il quelque chose, quoi, toi, tu penses qui pourrait aider? Ça, on fait déjà ça un peu entre nous. On fait ça sur des groupes spécifiques de physio dans les réseaux sociaux. Mais c'est vraiment comme ouvrir, sortir de nos pantoufles, là, puis d'avoir une vision plus large de ce qui pourrait nous bloquer. Parce que des fois, on ne le sait pas, ce qui nous bloque, parce qu'on n'a pas cette notion-là. Ça, c'est une des choses qu'on a discutées. Ben moi, j'appuie l'histoire de la clinique ou du lieu commun. D'ailleurs, on le voit on voit des balbutiements, ne serait-ce que juste en détox. Il y a la méthode NADA, qui est une méthode d'auriculothérapie, poncture. Et il y a des petites cliniques qui s'ouvrent tranquillement dans certains hôpitaux pour pouvoir supporter la période de détox. Donc ça, déjà, c'est des balbutiements, des genres de petites collaborations entre le milieu médical occidental et la médecine traditionnelle chinoise. Donc je me dis que peut-être qu'on peut espérer qu'un jour, il y aura vraiment une collaboration plus serrée au niveau des différentes approches. Oui, tout à fait. En tout cas, dans la même optique, mais même justement comme toi, au niveau universitaire, de savoir qui fait quoi et d'avoir des représentants un petit peu, ne serait-ce que d'une heure de temps pour expliquer justement quand on commence et quand s'arrête justement telle et telle thérapie, pour que justement cette information-là soit transmise déjà au niveau universitaire pour accompagner, puis de déjà avoir une sensibilité et une écoute auprès des professions médicales pour après se rendre compte que ben oui, au final j'ai déjà entendu ça quelque part, puis je me suis intéressé parce que j'ai eu cet écho-là une fois au niveau universitaire, fait que je peux maintenant essayer d'aller faire encore plus mes recherches. Mais sinon, en effet, d'avoir ces cliniques-là pluridisciplinaires avec la médecine et conventionnelle et complémentaire en même temps pour vraiment accompagner la patiente. On a tous le même but, fait que c'est juste de pouvoir avoir une meilleure prise en charge à ce moment-là. Là, c'est très actionnable comme solution. Si on essaie de rêver un peu plus, là, puis d'aller dans le difficile à réaliser, mais je pense qu'il y a vraiment un besoin avec nos milieux de vie de plus en plus sédentaires puis moins actifs, on a besoin d'un spécialiste de la santé qui serait comme un médecin spatial. Là, un médecin qui t'apprend puis qui te gère dans ton organisation mécanique. Il y a tellement de problèmes de santé qui seraient faciles à régler. Ben, c'est facile. Qui seraient réglables avec une meilleure mécanique, que ce soit organique, une mécanique organique ou une mécanique de motricité. Il faudrait idéalement développer une façon de former des gens qui ont une vision globale du mouvement, parce que le mouvement est de moins en moins compris. Mais bon, c'est ça. Là, bonne chance pour régler ce problème-là, là, mais voilà. Ce qui est intéressant en acupuncture, c'est que lorsque les stages ont lieu, on est souvent invité à aller... les étudiants sont souvent invités à aller soit à la clinique de la douleur ou à la Fondation du cancer. Et il y a des micro-cliniques qui se forment où les étudiants peuvent aider ces patients-là, accompagner ces patients-là dans leur guérison. Donc ça aussi, c'est prometteur. OK, donc des bonnes nouvelles puis des choses à régler en même temps. Ben écoutez, dernière question, parce que malheureusement, l'épisode tire à sa fin, mais juste si vous avez comme un dernier mot à ajouter pour les patientes qui considéraient peut-être
essayez la médecine alternative ou professionnels de la santé, toutes choses. Si vous en avez, vous pouvez partager. Ben, je pense que mon message numéro 1, ce serait que là, on a parlé de différentes thérapies et qu'est-ce qu'on fait dans chacun. Puis j'entends souvent des gens qui arrivent devant le menu de thérapie et ils ne savent pas quoi choisir. Et là, ils font de l'analyse, de la paralysie d'analyse. Puis ils sont OK, ben, Puis finalement, il n'y a pas de décision qui se prend et il n'y a pas de rendez-vous et il n'y a pas d'amélioration. Euh, Mon message, ce serait allez-y au meilleur de vos connaissances avec le thérapeute qui vous inspire dans le moment. Puis, même si ce n'est pas le rendez-vous optimal, ce thérapeute-là, s'il reconnaît qu'il y a une autre thérapie ou un autre intervenant qui pourrait mieux vous aider, lui pourra vous aiguiller. Donc, mon message, c'est allez-y comme vous pouvez, puis avec un peu d'aide, vous pourrez peut-être trouver quelque chose de plus optimal, mais on va quand même pouvoir améliorer les symptômes, améliorer une facette ou une autre de vos défis en attendant que vous trouviez la bonne personne. C'est ça, il y a pas de... Il n'y a pas de douleurs qui sont simplement dans la tête, ou il n'y a pas de douleurs qui doivent rester de façon juste à vie et de vivre avec et de ne pas avoir eu l'écoute ou le support essentiel. Et comme tu disais, même si ce rendez-vous-là, il n'est pas forcément négligeable dans le sens où on va être capable éventuellement de référer, d'émettre certains doutes raisonnables sur il y aurait peut-être des choses encore à essayer d'aller fouiller, encore une fois, même par la littérature ou des choses comme ça. Mais en fait, tout ce qu'on peut apporter dans l'éducation de la symptomatologie de la personne, on peut vraiment essayer de l'accompagner, on a du temps pour le faire, et qu'on peut vraiment essayer d'englober ça. Et si ce n'est pas exactement le thérapeute ou même la thérapie, il y a d'autres thérapeutes qui peuvent être formés. Même moi, en ostéopathie, ça m'arrive de référer à d'autres ostéopathes parce que je sais qu'ils ont d'autres formations qui va aider. C'est pas forcément la thérapie qui est un échec en tant que tel, c'est peut-être moi aussi dans ma pratique où j'ai pas encore toutes les connaissances, toutes les formations post-graduées qui vont permettre d'accompagner cette problématique-là, mais je vais être capable de justement les référer, et pas que dans mon champ de pratique justement, encore une fois, de même reparler au niveau, mais au niveau de revoir un gynécologue, de revoir le médecin, et sinon d'accompagner ça avec les autres thérapies manuelles aussi, et les autres thérapies alternatives dans le fond. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Puis ça résume déjà pas mal tout ce que j'avais à dire moi-même. Peut-être que ce que je peux dire à propos de la douleur, c'est que c'est pas normal. Ça, en général, lorsqu'une dame se plaint d'une dysménorrhée, c'est pas normal. C'est pas parce que dans la conscience collective, tout le monde pense qu'avoir mal au ventre pendant ses menstruations, c'est normal. Ça l'est pas nécessairement. Parfois, ça cache des blocages énergétiques ou des petites stases de sang. J'entrerai pas dans les concepts chinois, mais ce que je voudrais envoyer comme message aux femmes qui ont mal, c'est qu'il y a des solutions. Puis que c'est pas parce qu'on vous dit que c'est normal qu'il n'y a pas moyen d'alléger ces douleurs-là puis d'améliorer leur qualité de vie. Puis, ben moi, c'est plus pour... peut-être pour les médecins. Quand les patients vont les voir, c'est très rare qu'ils vont d'emblée parler de problèmes intimes. Donc, de faire peut-être ce questionnement-là, en même temps que quand c'est pertinent, là, quand la personne vient les voir puis qu'il y a une problématique qui pourrait amener à peut-être penser qu'il y a des problématiques fécales, sexuelles ou urinaires, de les poser parce que la personne ne va pas en parler nécessairement d'elle-même. Puis que là, on peut pouvoir sortir quelqu'un d'une situation qu'elle n'a pas à vivre, dans le fond. Puis là, il y a eu énormément je dirais de progrès, mais d'évolution par rapport à tout ce qui est trauma-informed care aussi. Donc, il y a vraiment, vraiment une approche qui est complètement respectueuse, là, au niveau de la personne, puis de ce à quoi... avec quoi elle est apte et confortable de faire. Puis on travaille en équipe.
Je pense que tout le monde ici, on est tous là-dessus, on est tous d'accord là-dessus. La personne, on lui demande « Qu'est-ce que vous cherchez? » Puis on essaie d'arrimer qu'est-ce que la personne vient chercher avec nous, puis qu'est-ce que nous, on voit, avec notre chapeau, nos questions, notre évaluation, puis où est-ce qu'on peut arrimer les deux ensemble. Puis c'est pas nécessairement parce que moi, je vois quelque chose que je dis « ça c'est bien important », mais ça n'a pas du tout d'importance pour la personne. Je ne vais pas aller faire ça. C'est vraiment... On va vraiment respecter qu'est-ce que la personne vient chercher, puis si on pense que vraiment ça pourrait changer des choses, d'aller... aller faire qu'est-ce qu'on a décelé ailleurs, bien, on va lui en parler, puis ça va être une discussion. Puis ça va être un consensus, là. On ne va jamais imposer quelque chose à quelqu'un. Oh, c'est vraiment toutes des belles leçons et des belles paroles, vraiment. Mais écoutez, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'avoir écouté. Plaisir. Et merci.